Let's go, c'est parti donc pour ce module où là on va faire le focus. On est plutôt sur un chapitre où on va faire le focus sur tout ce qui est vitesse. Pienaar Et première to Aplon and the Beast. voilà, ça, And to on va arriver sur l'écran à pleine balle. Poum. Voilà, dans le public ça fait. Borta Studies Greyhound. Donc là, regardez le 15 bleu, That's on va faire courageous. tourner quand même. The Il fullback doit faire from Namibia, 80-85 kg. that was the Et il full doit arriver force ce of the mec là de beast. 110, This is the big 110, fella. 115. That's a nightmare if you were in Ok, belle 15. attitude, That ça is se blesse et tout, just mais malgré some tout, tank coming down. Oh la dear. masse physique Courageous et stuff l'impact. to Je stop vous laisse him. imaginer, comme on dit souvent, A few il y a bruises le on that go qui body lui in the rentre dedans. showers after this game. Bon, l'idée ici, l'objectif, ça va être quoi? L'objectif, ça va être d'avoir trois objectifs, d'ailleurs. Ici, ça va être peut-être un maître, une alerte et un arbitre. Maîtriser les techniques de sécuriser. Ok, on va maîtriser nos techniques. On va prévenir aussi et gérer les risques. On va être capable d'identifier les zones. D'accord, je m'adresse bien aux entraîneurs. Hein. Et intégrer l'arbitrage et la communication. Comprendre le rôle de l'arbitre, se mettre à sa place pour adapter une communication efficace. Ok. Donc ça, c'est notre objectif d'aujourd'hui. Sécurité, performance. On va être là, sur cet équilibre entre ces deux éléments. Donc en tant qu'entraîneur, encore une fois, être un garant technique, de gestes techniques, avec les attendus, les nécessaires, donner un feedback immédiat. Ok. Là, on n'est pas là pour réfléchir à une situation de jeu comme on aurait dû faire. Là, on est là vraiment pour corriger un comportement et un geste. Et bien entendu, gérer l'intensité, c'est ce qu'on avait vu dans le module précédent, bien joué en sécurité. Alors, ici, quelques petites statistiques que nous avons déjà là. Ok. Issu du programme Bien joué FFR, 60% des blessures en match sont liées au plaquage. Donc autant vous dire que si on règle les problèmes de plaquage, on règle 60% des blessures. Pour autant, effectivement, on a réussi à réduire l'incidence. Il y a eu un protocole fait de 20% et chez les cadets, moins 50% de blessures en mettant un programme structuré. D'où tout l'intérêt, encore une fois, de ce module bien joué en sécurité. Alors voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Sacré programme là, durant ces 15-20 minutes, je pense même à 20-25 minutes. Alors voici nos axes prioritaires sur sécurité et performance. Parce qu'en fait, le rugby, il y a beaucoup de zones de jeu. Je vais faire le focus et mettre l'axe prioritaire sur déjà les directives techniques. Voilà, les plus récentes directives techniques. Sécurité, vitesse, espace. D'accord, en haut à droite. Là, encore une fois, c'est une carte mentale. Vous prenez ça en pleine figure. Vous jetez, vous regardez. D'ailleurs, je ne vais même pas la décrire. Vous regardez, il y a du jeu déloyal. Il y a des commotions cérébrales. On voit qu'il y a de l'école de rugby, arrachage, passage en force. HCP, qu'est-ce que c'est? Là, on voit qu'il y a un graphisme aussi. Des escortes, une cravate, un quiz, un protocole. Ok, je ziote, je regarde. Très bien. Si je clique là sur différents points, là ici, tac, ça m'amène directement sur le document. Donc c'est important, ça fait des petits raccourcis comme ça qui sont toujours intéressants. Ok. Ben maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir chaque partie. Ok. Chaque partie, on va les voir. Il n'y a pas forcément d'ordre, j'ai envie de vous dire. Mais là, je vais prendre l'option d'en prendre un. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez revenir sur cette carte-là pour voir si vous avez des connaissances, si vous avez bien compris ce que je vous propose ici. Alors, les directives techniques, on va commencer donc avec ça, c'est mon choix. Sécurité, vitesse, espace, SVE, bam. La sécurité du joueur reste la priorité numéro 1, donc on la met en avant. Ensuite, ne pas oublier quand même qu'on est là pour jouer, donc pour garantir la continuité du jeu, la clarté dans la lutte. Et enfin, on va gérer le temps et l'espace pour les joueurs. Et on va voir qu'il y a du jeu dangereux, du HCP, voilà, plaqueur, on va voir des rôles et tout ça. On va le voir, allez hop, c'est parti. Alors le HCP, ok, donc c'est de l'anglais High Contact Process, donc le processus du contact à haute dangerosité, si je peux m'exprimer ainsi. On voit que déjà il y a un process dans la tête de l'arbitre. Déjà, est-ce qu'il y a contact avec la tête? Oui, non. Non, ok, on est en dehors du process. Maintenant, il y a eu un contact, ok, donc c'est du jeu déloyal. Est-ce qu'il y a eu un jeu déloyal? Non, donc du coup, laisser jouer. Oui, faute du joueur. Ok. Maintenant, étape numéro 3. Quel était le degré de danger? Donc en général, je ne vous cache pas que une fois qu'il y a le contact à la tête, déloyal ou pas, en général,
Sachant qu'en école de rugby, on n'est pas du tout là-dessus. En école de rugby, on siffle direct. Quel était le degré de danger? On va du plus faible à la pénalité jusqu'au plus élevé au carton rouge. Ok. Maintenant, on va voir un peu s'il y a des facteurs d'atténuation. Ok, pour savoir si on reste sur un carton jaune ou s'il se transforme en carton rouge. Vous savez, avec l'espèce de bunker. Donc c'est là où le degré de danger, c'est là où cette petite échelle là va pouvoir nous aider. Faible danger, contact indirect, c'est-à-dire qu'on touche d'abord le corps et après ça glisse sur le visage. Faible force, vitesse lente, pas de tête. Danger élevé, voilà, il y a tous ces éléments-là. Ok, ce qui va faire qu'on va passer de la pénalité au jaune au rouge. Dans les facteurs d'atténuation, on peut rajouter ça. Est-ce que le porteur de balle s'est baissé? Est-ce qu'il y a un changement tardif? Voilà, on peut rajouter ces différents éléments-là, le plaqueur, la vitesse. Enfin voilà, donc sachez qu'une situation à une autre, il n'y aura pas forcément la même vérité, la même conséquence. D'accord? Tout ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, en ce qui concerne la vitesse, on a vu donc en premier la sécurité, maintenant la vitesse, la continuité du jeu. Alors, comment gérer les infractions tout en maintenant la continuité du jeu? Parce que l'idée, c'est pas de siffler aussi toutes les 30 secondes. Enfin, bien sûr, s'il y a faute, on va siffler toutes les 30 secondes, mais l'objectif, c'est d'arriver à trier. Les arbitres parlent vraiment du fait de trier, d'apprendre à trier. Et ça, pour moi, dans ma réflexion, apprendre à trier, c'est quand j'aurai connaissance de ça et que je l'aurai réexpérimenté un maximum de fois sur le terrain, c'est-à-dire en le pratiquant. Donc, à vous d'arbitrer sur le terrain, en match ou lors de vos entraînements. Alors, les plaquages hauts, déjà, il peut y avoir une tolérance. S'il n'est pas dangereux et que ça ne gêne pas le jeu, ok, notamment en fédéral, le mec il plaque un peu haut, mais l'attaquant a pu passer les bras et le jeu continue, c'est pas la peine d'arrêter. Le plaquage à deux, pareil, s'il n'est pas simultané, s'il n'a pas forcément de gros impacts sur le jeu, c'est pas la peine de l'arrêter. Idem pour le blocage haut, ok. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte de trier ces différentes informations. Là, il y a un avion qui se balade. Ok, donc là, on voit qu'il y a des rôles, des responsabilités. Donc, rôle et responsabilités. Donc, on a donc l'assistant plaqueur et ou gratteur, et soutien off et soutien def. Ok. Quoi qu'il arrive ici, assistant plaqueur, relâcher la balle, attaquer le ballon, supporter son poids, c'est-à-dire rester vraiment sur ses appuis, et soulever le ballon. Ok. On est vraiment sur ces indicateurs-là. Si ces indicateurs-là ne sont pas remplis, on siffle la faute, parce que ça va empêcher la continuité du jeu. Et après, on peut tomber dans la sécurité. Ensuite, on a nos soutiens. Et dans le soutien off et def, position d'ancrage, pousser pour lutter, clean out, comme l'avion là qui décolle. Ok, donc tout ça en fait, en tant qu'entraîneur, moi c'est ce que je me dis, ce sont des gestes techniques à travailler à l'entraînement, en fonction du rôle du joueur. Et quand le joueur est dans ce rôle-là, il a des responsabilités. Ok, on verra un peu plus tard dans la poursuite de la formation, un peu plus en détail, ces différentes choses. Temps et l'espace pour les joueurs. Use it or lose it. Ok, jouez-le. Souvent, l'arbitre, il vient crier « Use it », jouez-le. C'est-à-dire que dès que le ballon est disponible pour être joué, les joueurs doivent le jouer. Ou sinon, ils perdent la balle. Voilà, comme c'est indiqué là dans cette vidéo-là. Voilà, l'arbitre il a prévenu, il a répété, il a même compté, c'est rare de voir ça, et du coup le joueur perd de la balle. Ok, et ça permet d'assurer la vitesse de jeu. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Les fameuses escortes. Maintenant, dorénavant, tout joueur qui s'arrête devant son propre réceptionneur et empêche l'équipe adverse de lutter pour le gain du ballon sera sanctionné pour obstruction. Là, vous voyez, le joueur, il s'arrête juste devant, c'est faute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les escortes, c'est assez récent. Vous voyez là le noir, pam. Avant, c'était plus ou moins toléré s'il n'y avait pas de changement de course. Mais là, du coup, maintenant, c'est... Voilà. Donc ça, c'est important, dès les entraînements aussi, à régler ça. Sur la moindre situation de jeu, on vient régler ça. On vient clairement l'arbitrer. Premier jeu, premier petit jeu ici. Voilà, on a un joueur qui plaque. Vous avez ici en haut à gauche, vrai, faux. Ok. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, qu'est-ce qui est à corriger. On apporte un feedback de suite. Ok, le feedback qui est là, la tête bien placée sur la hanche, du bon côté, comme ça, il n'est pas emprisonné dans le sol. Et là, ici, la petite correction, ça s'essuie le bras.
Imaginez qu'il y a un autre joueur qui arrive, ou même lui en s'appuyant sur le poignet et le coude, ça peut casser. Donc peut-être plutôt engager son corps et son épaule pour commencer à pivoter. Alors, le jeu déloyal, ça regroupe toutes les situations contraires aux règles et à l'esprit du rugby, qui met en danger les joueurs. Ça aussi, en fait, dans tout ce que je vous dis, pour moi, hein, c'est dès l'école de rugby et dès l'entraînement, en fait. Au moindre jeu que vous allez faire, on est là pour faire respecter ces règles-là. Des gestes dangereux, encore une fois, des comportements intentionnels ou imprudents, des actions compromettant la sécurité, voilà. C'est ce qu'on va voir tout au long de cela. C'est ça le jeu déloyal. Ok? Donc c'est souvent intentionnel et c'est irresponsable et imprudent. Ok? Il est important de noter qu'une action accidentelle n'est pas considérée comme un jeu déloyal. Donc là, on le voit. Bon, là, on pourrait dire c'est accidentel ou pas, je sais pas. Ici aussi, en tout cas, il y a des sanctions qui ont été prises. Et seul l'arbitre peut décider ça. Donc le rugby, c'est un sport de contact, mais jamais un sport de violence. Ok, la force réside dans la maîtrise et pas dans l'excès. C'est comme l'alimentation. Voilà. Donc là, on le voit ici avec quelques points. Ici, pam. Qu'est-ce qui ne va pas? Pam, pam, pam. Ok, on voit certains éléments. Donc là, ici, Dantib, effectivement, il est quand même plutôt bien baissé. Peut-être que là, le coude, peut-être un peu trop en avant. Là, lui, il a le dos plat, mais par contre, peut-être que ses jambes d'appui sont pas forcément bien vers l'avant pour gagner son duel. Et regardez bien ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Danti qui était bien assuré, en fait, peut-être trop vers l'avant. Donc certes, le 10 a subi le plaquage, mais Danti est en train de tomber complètement au sol. Donc sur le jeu debout, c'est-à-dire le duel qu'il peut y avoir, voilà, on peut avoir ces quatre éléments qu'on va voir juste ici. Donc ici, on a une charge coude-bras, en plus au niveau de la gorge, donc ça c'est carton rouge. Même si le point de contact initial est plus bas et que ça glisse vers la gorge, c'est le carton. Ici, on a donc un plaquage après une passe. D'accord? Ici, on a un plaquage haut. Et ici, bien sûr, le porteur de balle ne doit pas baisser sa taille de manière significative pour entrer en contact. Il n'y a pas de tête à hauteur de tête. OK? Donc là-dessus, ça, c'est en croix. Ici, est-ce que c'est croix ou pas? Ici, c'est pas croix, ça n'a pas été sifflé dans ce sens, et attention aux images toujours arrêtées. Le ballon est juste là, ça a été considéré dans le mouvement. Ici, c'est croix, et ici, c'est bon si je suis là, et c'est croix si je suis ici. Ok, donc ça, c'est le jeu debout. Maintenant, les en avant volontaires. Ok, avec ça, ces deux types d'actions. Ouais, quand vous cliquez sur les images, vous avez l'action du match après. Ok, là, je ne le mets pas pour que la vidéo reste courte, mais vous pourrez la voir. Tentative d'interception réaliste. Observable, paume de la main vers le haut, utilisation des deux mains, possibilité de récupérer le ballon avant qu'il touche le sol. En avant volontaire, aucune opportunité derrière d'avoir un franchissement, c'est une simple pénalité. Si jamais il y a possibilité de franchissement, c'est carton jaune, et si jamais il y a essai, c'est cette pénalité, carton jaune. Ici, on est bon, ça n'a pas été sifflé, et c'est rouge, on n'est pas bon. Je dis ça en rigolant, parce que quand on lit bien ici, paume de la main vers le haut, utilisation des deux mains, voilà. On n'est pas forcément là-dessus. Mais après, les règles changent d'une année à l'autre aussi. Donc peut-être qu'il y a eu des modifications qui ont été faites. Maintenant, sur le jeu au sol, comme on peut le voir, il y a trois actions qui sont vraiment à proscrire. On rappelle bien que les soutiens sont responsables de la sécurité de ceux qui s'y trouvent. Ok, tous les joueurs sont responsables. Voilà, donc là, on le voit avec une charge ici, alors que le joueur est plus ou moins au sol puisqu'il a les mains ici. L'arbitre vient de siffler. Ok, j'ai l'action en tête, l'arbitre vient de siffler, et lui vient lui charger à l'épaule et lui tomber complètement dessus. Là, ici, on voit qu'on fait un plaquage retourné, donc là, il a carrément basculé par-dessus tête, et là, c'est un peu plus à l'ancienne, puisque ça arrive beaucoup moins ça, un joueur qui marche sur un autre joueur. Si vous cliquez là aussi, vous pouvez avoir les vidéos. Donc ça, on n'est pas bon, ça, on n'est pas bon, et on n'est surtout pas bon. Là, c'était plutôt facile. Pour continuer dans ce fameux jeu au sol, avec la saisie au buste et amené au sol sans aucun danger, il y a jeu, ici. Je saisis au buste et j'amène au sol et je tire vers moi, il n'y a pas de vitesse, je ne touche pas les membres inférieurs, c'est ok. Derrière, s'il y a la même saisie, mais que là je commence à faire vriller le joueur et que ça touche les membres inférieurs, enfin que c'est à proximité des membres inférieurs, c'est pénalité. Et si jamais je saisis le buste, que je vrille et que je touche le membre inférieur, comme ici, tac, on voit le corps qui bascule sur la jambe, donc automatiquement pour le joueur,
c'est soit cassé, soit rupture des ligaments ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est carton rouge. Ok. Alors sur le jeu au sol, quelques précisions. Des lignes de hors-jeu se créent lors d'un plaquage si au moins un joueur est sur ses pieds et au-dessus du ballon. Au moins un joueur. À partir du moment où il y a un joueur, il y a des lignes de hors-jeu qui sont créées avec les derniers participants de ce ruck. Bien sûr, la ligne est parallèle à la ligne d'en but. Et voilà. Donc ça, c'est important à préciser. Maintenant, sur le jeu au pied. D'accord. Sur le jeu au pied, interdit de charger le botteur, encore plus à retardement. Interdit aussi de charger quelqu'un qui est encore en l'air. Ok. Et là, ici, bien sûr, interdit de sauter avec les pieds en avant. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Ici, on est plutôt bon, puisque là, on voit qu'il vise bien le ballon. Il n'est pas du tout face au joueur. Et il est plutôt dans le bon tempo, puisque le ballon est encore là. Ici, ben non, je pense qu'il n'aura pas le temps de redescendre. En plus, il est en train de le charger, on peut se douter qu'il va le prendre à la tête. Bon, ben alors là, c'est plutôt clair. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Voilà, les Français face aux All Blacks. Ici, plutôt pas mal, elle a le ballon du bon côté par rapport au fait que son adversaire arrive en haut ici. Là, ici, il y a plutôt une bonne flexion des jambes. Mais après, le dos est peut-être trop droit, pas assez horizontal par rapport au sol, pas assez parallèle. Les pieds là sont peut-être trop serrés, donc du coup on voit qu'elle va chuter, enfin du moins qu'elle ne va pas résister, elle n'est pas en position stable. Là on voit qu'elle essaie de peut-être pas assez les bras pour affûter la numéro 9, et on voit que la numéro 9 elle est aussi, elle, trop haut. Au niveau du plaquage, ok, au niveau du plaquage, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben là c'est assez simple, hein. Déjà on a 4 types de plaquage, et on le voit très bien, en rouge c'est faute, en vert c'est ok. Avec 4 types de plaquage, comme on peut le voir ici, plaquage de face, par derrière, à 2 non simultanés, et en fin de côté. Donc en fait, ça veut dire tout simplement, là, à travers cette slide-là, vous avez 4 types de plaquages à travailler. D'accord? 4 types de plaquages qui se travaillent pour voir les attendus qu'il y a derrière. OK? Et pour faire travailler les joueurs dans ces différents types de situations. Les attendus, les nécessaires, les comportements, ils sont ici de manière générale. Bien sûr, ils ne sont pas spécifiques aux 4. OK? On va répertorier avant l'impact. OK? Par exemple, porter le regard sur la hanche, adopter sa posture de combat. Ensuite, on va voir au moment de l'impact, ok, avec le pied avant du même côté, le contact avec l'épaule, la tête, et enfin après l'impact. Ok, donc vous voyez, on a 4 types de plaquage, et en plus on a 3 momentum, avant, pendant et après à travailler. Et ça, chaque zone peut se travailler. Ok, si vraiment on veut rentrer dans de la technicité de haut rang, de haut degré. Ok, mais ça c'est pour la sécurité et la performance des joueurs de toute façon. Donc là, vous avez des indicateurs pour vos entraînements. Alors ici, ce petit jeu sur un Irlande-Écosse. Super le 7, un dos vraiment droit et en plus qui est bien horizontal par rapport au sol. Ici, on voit la jambe d'appui par rapport au plaquage fort avancé, déjà pour l'impact. On voit le numéro 8 irlandais, enfin casqué, lui qui a la tête plutôt haute, donc du coup, et le buste bien relevé. On voit une bonne protection, une bonne avancée de la jambe, une bonne protection de l'avant-bras. Et on voit qu'il est sur la pointe des pieds pour essayer de gagner son duel. Au niveau de l'école de rugby, il nous reste l'école de rugby et les commotions cérébrales à voir. Au niveau de l'école de rugby, donc il va y avoir des règles spécifiques. Pardon, il y a eu un petit bug. Au niveau de l'école de rugby, donc, on a le jeu déloyal, bien entendu, avec le remplacement immédiat de 2 minutes. La règle du passage en force, ok, et le raffut à l'EDR est permis. Ok, avec bien sûr, on évite le visage et on se sert de la paume de la main. Au niveau des plaquages, alors ce qui est vraiment à noter, c'est qu'il est interdit de plonger directement dans les pieds. Ça, souvent, on ne le prend pas forcément en compte. Ok, donc voilà. Et enfin, une vidéo qui explique très clairement le passage en force et un document qui explique très clairement l'arrachage à l'EDR, ok, qui sont assez récents. Voilà, donc déjà avec ça, vous avez vraiment les spécificités, les points de vigilance à mettre en avant et qui sont pas forcément, enfin, qu'il y a toujours un peu des litiges là-dessus. Enfin, sur la gestion des commotions cérébrales, et ce sera notre dernière partie, reconnaître et agir. C'est la responsabilité de tous. Merci au pôle Médisport et au docteur Teinturier. Pourquoi?
La définition, comment les reconnaître et que faire immédiatement. Ok, donc là j'ai fait une synthèse de tout ça. Pourquoi? Ben parce que il y a un risque de second impact, et là ça peut être encore beaucoup plus grave. Responsabilité partagée de tous. La définition, c'est quoi? Ben, une commotion, c'est un ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne. Ok, du coup, une perturbation du circuit normal de connexion neuronale. Pour la reconnaître, il y a le score de Maddox. Ok, on vient poser des questions par rapport à l'événement. Contre qui tu joues? Où est-ce que tu es? C'est quoi la dernière action? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? C'est quoi le score? Voilà. Et les signaux d'alerte, bien sûr, à reconnaître aussi. Confusion, perte d'équilibre, réaction ralentie. Voilà, il y en a plusieurs. Vous allez les voir juste après. Que faire immédiatement? Ben, bien sûr, ne jamais le laisser seul. Ne pas autoriser le retour seul à domicile. Et pas de conduite, bien sûr, sans autorisation médicale. Voilà, on appelle assez rapidement. Donc, les signaux d'alarme pour appeler l'ambulance. Si au moins un des signaux d'alarme suivants est observé, d'accord, et il est nécessaire effectivement d'appeler l'ambulance. Voilà, donc vous avez ce document qui peut être vraiment très intéressant à retenir et vraiment peut-être même vous conseiller de l'avoir en PDF ou en imprimé pour vous le mettre dans vos, vous savez, vos classeurs avec les licences. Voilà, la perte de vision, la perte de connaissance, les vomissements, voilà, des maux de tête, déformation visible du crâne. Bon, voilà. C'est quand même très important d'en prendre conscience et de ne pas négliger tout cela. Alors, le retour à la pratique avec un protocole. Donc, déjà, les étapes 1, on parle de 24-48 heures, où là, vraiment, on laisse toujours pas la personne seule. On limite vraiment tout ce qui va être apport extérieur, notamment comme les écrans, les discussions, voilà. Bien sûr, pas d'alcool. On continue à s'hydrater et à manger. Et après, il y a toute une phase de réhabilitation qui va être distincte entre les moins de 19 ans et les plus de 19 ans, qui va du repos mental, là, qu'on a évoqué ici, sur 24-48 heures, à après la reprise des activités quotidiennes, vous voyez, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà. Donc là, vous avez un petit protocole, bien sûr, qui est indiqué, avec bien sûr les retours à la course progressive, pour après avoir les retours au contact dans les jours qui suivent. Donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc là, je vous laisse, vous aurez un petit quiz là-dessus, ok, avec un vrai faux, qui permet voilà, d'en créer un peu plus et de mieux gérer les commotions cérébrales. Donc pour résumer, pour être synthétique, un bon entraîneur ne se contente pas de coacher techniquement, il protège aussi ses joueurs. Investir du temps dans la prévention évite des blessures graves, améliore la longévité des joueurs. Et enfin, adopter bien sûr cette approche proactive, voilà, en informant, en se formant nous-mêmes, voilà, par rapport à tout ça. Donc voilà le petit dernier, avec ici un plaquage, mais bien sûr qui est effectué. Alors c'est pas vraiment un plaquage, il y a plutôt un arrachage de maillot. Je pense qu'il est parti un peu en retard. Ok, donc du coup pour compenser, il essaie d'attraper le maillot, donc les postures sont pas forcément bonnes. L'avantage c'est que le porteur de balle il a le ballon du bon côté, donc ça c'est positif. Le côté amélioré, c'est peut-être ici lui son interaction avec le bras. Voilà, mais maintenant on verra ça bien sûr de manière plus spécifique, encore une fois, dans la formation sur les phases dynamiques, où là on va vraiment voir uniquement les phases dynamiques, voir comment les entraîner par rapport à l'intelligence tactique de jeu, et comment relier tous ces comportements et ces gestes-là. Je vous laisse avec le petit challenge à réaliser, voilà, pour valider votre module, votre chapitre. Le petit bonus où je vais passer vraiment très très rapidement, mais vous allez pouvoir le retrouver dans le document PDF. Je vous conseille vraiment de le lire. Là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de se dire qu'il y a d'autres disciplines où il y a du contact. Il y a d'autres disciplines où il y a des commotions. Il y a d'autres disciplines qui exigent vraiment de la technicité au niveau de la lutte et du combat. Mais l'idée, ça va être de pourquoi pas s'en inspirer. Ok? Notamment en faisant de l'analyse vidéo pour comparer nos disciplines. Pourquoi pas les ateliers interdisciplinaires et bien sûr des sessions de gamification. Ok? On va voir un petit peu en détail là sur 2-3 minutes qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que je vous propose? Donc on a 3 sports, rugby à 13, football américain, MMA lutte, sur lequel on pourrait se rapprocher. D'accord? De comparer les styles. On voit ici par exemple dans le football américain, ils utilisent le shoulder tackling, technique pour viser à minimiser les impacts à la tête. D'accord? Donc ça peut être inspirant. Ok? Voir aussi comment ils fonctionnent dans le rugby à 13 et comment ils font pour protéger leurs joueurs et se préparer. Idem au niveau de la MMA, par rapport à la lutte, les déséquilibres, la maîtrise des saisies. Voilà, comme on l'a vu au début, vraiment, souvent, à plus de la moitié, c'est un manque de technicité qui fait qu'on se blesse, en fait. Qu'on se blesse. Et on le voit notamment chez les féminines.
Où chercher tout ça? Ben, sur YouTube. Hein. Sur YouTube aujourd'hui, YouTube, Instagram, les réseaux, il y a gavé de choses. Et pourquoi pas si on veut pousser beaucoup plus loin avec Dartfish, voilà, qui sont des logiciels vraiment d'analyse vidéo avec des ralentis, enfin, des choses qu'on peut faire. Bon, ça c'est vraiment pour les professionnels. Exercice pratique, pourquoi pas organiser une séance d'analyse vidéo avec les éducateurs en leur demandant d'identifier les points communs et les différences entre chaque sport. Ça pourrait être vraiment très très intéressant. Deuxième point sur les ateliers interdisciplinaires. Alors ça peut arriver qu'on le fasse. On pense souvent à l'athlétisme, au judo. Moi, je reste toujours sur ces trois sports. Le coach, le football américain, le MMA et l'entraîneur de rugby à 13. Là, qui va nous permettre d'avoir un autre regard et nous apporter des choses vraiment très très intéressantes. Où trouver ces personnes-là? Mais pourquoi pas contacter les clubs locaux qui sont autour de vous. Oui, maintenant ça se développe vachement le MMA. Le football américain, moi, un petit peu moins. Mais voilà, et pourquoi pas assister à des stages ou tout simplement nous se former dans ces différents sports. Donc organiser une journée multisport où chaque spécialiste propose un atelier spécifique aux éducateurs et aux joueurs. Et enfin, pour la dernière idée, la gamification. Vous savez que ça me tient à cœur et c'est quelque chose de très important. Enfin, ça me tient à cœur. C'est parce que je sais que c'est très très efficace et qu'on peut vraiment fidéliser les joueurs et les entraîneurs avec ça. Donc nous avons par exemple l'Iron Defense en football américain, le grappling sur le MMA avec les exercices d'évasion. L'évasion, ça veut dire vraiment pas éviter, mais se libérer, s'échapper. Ok. Et pourquoi pas le rugby league speed avec ce travail collectif de défense de ligne. Où les chercher? Encore une fois, comment gamifier utilisant les applications comme Trello, Canva ou Aseo pour suivre la progression des défis et s'inspirer des formats qu'on peut retrouver sur différents sites internet ou encore une fois les chaînes YouTube. Exercice pratique, mettre en place pourquoi pas un classement des coachs et des joueurs basé sur la performance dans ces défis avec une récompense pour les meilleurs scores. Voilà ce que je pouvais vous présenter dans ce chapitre-là. Effectivement, on a fait plus de 20 minutes, on a fait 20-25 minutes. C'était assez chargé, mais c'est vrai qu'avec la sécurité et la performance, c'est pas évident de faire moins. Maintenant, à vous d'aller grappiller, de revenir sur le document, de revenir sur la vidéo et d'aller chercher les éléments vraiment dont vous avez besoin à l'instant. Voilà, encore une fois, si vous partez de zéro, vraiment les conventions, c'est hyper important. Voilà, on est vraiment là-dessus. Encore une fois, les ressources sont là. J'ai essayé de centraliser un maximum de choses pour qu'après vous puissiez aller chercher encore peut-être un peu plus loin. Bonne continuation à vous, à très vite.